Ok, donc ça, c'est les données de Val, du coup. Alors, je ne sais pas comment on procède, si Val, tu veux en parler ou si… Eh ben, il si faut… tu veux, je vais dire ce que j'ai trouvé sur mon profil à moi. Ouais, Tu diras après enfin, ou alors tu dis ce que tu as trouvé sur mon profil et je te dis moi ce que j'ai trouvé. On a trouvé des petites différences quand même. Ok. Donc je pense qu'il nous faut un peu tes lumières, Sean. Mhm. ouais, Tu me fais ton analyse, Anto, et puis je ferai la mienne après. ouais, Sur mon allez, profil, et on fera la même sur le tien. c'est parti. Du coup, alors, le Moxien, donc juste pour faire un petit peu de comment on avait procédé. Donc, le Moxien, on l'avait mis sur le deltoïde, hein, le de droit. Le Moxie 2, il était sur le vaste externe droit et le Moxie 3 sur le vaste externe gauche. Mhm. Voilà. Donc après, en fait, au niveau des FC Max, donc Val, il est monté jusqu'à 192 BPM. Mhm. Et au niveau des watts, du coup, ça donnait… je dois trouver les watts, elles sont… Enfin, bref, au niveau des watts, voilà. Au niveau des watts, donc 350. Donc, il s'est arrêté au palier 350. Moi, au niveau des seuils, du coup, déterminer les seuils, pour moi, son seuil 1, il a 175. Donc, il serait ici. Ouais. Donc voilà, j'ai hésité aussi avec 200, mais on avait dit qu'on préférait être plutôt conservateur. Donc c'est vrai que moi, j'ai préféré le laisser à 175. Mhm. Le seuil 2, il est mieux, il est bien visible pour moi ici. Donc j'ai dit 250. Pour moi, il est à 250 watts. Voilà pour les seuils un petit peu. Donc après, on a regardé un petit peu aussi donc à quoi ça correspondait. Par exemple, son seuil 1, il correspond à 130 BPM. Il avait un RPE qui était aux alentours de 4,5 ici. Mhm. Donc ça correspond à 67% de sa fréquence cardiaque max. Ouais. Et le seuil 2, il est plutôt du coup à 155 BPM et ça correspond à 80% de sa fréquence cardiaque max. Mhm. Voilà pour ça. Après, on a une tendance qui est plutôt montante là, de ces pics de récup. Ouais. Donc, je partais du principe du coup qu'il avait plutôt une bonne capacité vasodilatatrice. Mhm. Et puis, donc à chaque fois, il est au-dessus des 30 BPM de récup là sur justement ces 7 minutes tranquilles. Donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Mhm. Et puis, voilà, après, pour l'analyse là tout de suite rapide, voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai oublié peut-être des trucs. Non, c'est bien pour commencer. Et du coup, moi, je vais te poser deux, trois questions. Euh, Ouais, Comment est-ce que tu as déterminé les deux seuils? Pourquoi est-ce que ouais. tu as choisi 175 et pourquoi est-ce que tu as choisi 250? Alors, donc ça remonte un petit peu. Je n'étais pas replongé là avant ce matin. Donc 175, pour moi, en fait, il y a vraiment la démarcation après. Enfin, on a vraiment pour moi une baisse qui est plus importante ici, là. Mhm. Ouais, je t'avoue que là, attends, je ne sais plus comment je m'étais dit, comment j'avais marqué le truc. Et peut-être comme deuxième question, avant même que tu essaies de répondre à la première, Ouais, quel est qu'est-ce qu'on doit considérer du fait qu'il a fait ça sur un écho, hein, c'est ça? C'était l'écho? ouais, Ouais. du coup, ouais. Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte du fait que c'était sur un écho? Donc par rapport à la modalité, quelle influence ça peut avoir sur les données qu'on a collectées? Ben, le fait qu'il y ait aussi le travail du haut du corps qui est plus important que sur un écho 2, par exemple. Ouais, je pense même pas à parler par rapport à une autre modalité, je te parle même d'un intervalle à l'autre sur l'éco-bike. Mac, ben, il y a ce travail justement du haut du corps qui prennent peut-être plus le relais, qui vient compenser des fois une faiblesse des membranes ou quoi. Ouais, ou simplement un léger changement de coordination dans son mouvement, redescend sur le Ouais, Moxie 2. ouais,
Tu vois, est-ce qu'à 225 watts, du coup, il a juste mis un peu la pâtée sur les bras? Et puis, c'est pour ça qu'on a tout d'un coup une pente montante au milieu Ouais. qui n'a pas vraiment de sens à cette intensité-là. On verrait certainement plutôt un plat aux alentours des 35%, 37% d'après la tendance qu'on a vue auparavant. Donc ça, c'est un petit peu la question aussi, de mon côté en tout cas, tu vois. Ouais. Une des raisons pour lesquelles, comme je vous avais dit pendant la journée, que j'utilise très très rarement maintenant des modalités haut et bas en même temps quand tu fais des analyses comme celle-ci, parce que justement, tu as ce facteur confondant que tu ne peux pas vraiment extraire, tu vois. Ouais. À moins d'avoir comme ils ont des pédales en cyclisme qui te donnent les watts gauche-droite, d'avoir des pédales gauche-droite et bras gauche et bras droite, tu vois, où tu pourrais différencier quel membre fait quel type de travail, que tu puisses ensuite les corréler avec les tendances que tu vois. Donc, la question pour moi, elle est un petit peu là, mais voilà, c'est juste la faiblesse de la modalité qui avait été choisie. En toute conscience, hein, on en avait discuté avant. C'est simplement, c'est simplement un outil que Val utilisait assez souvent et donc on l'a fait là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est important de voir en fait le fait que potentiellement cette coordination va avoir un impact sur les données qu'on collecte. Et après, ce qu'on peut en faire, pas nécessairement parce que là, vous avez fait l'interprétation et on voit quand même la tendance générale, elle est assez claire. Mais voilà, malgré tout, ça reste une délimitation. Tu serais d'accord avec moi, Anto? Ouais, complètement. C'est vrai qu'on en est parlé en plus. Super. Ouais. Val, peut-être si tu as quelque chose à rajouter ou ta perspective sur ces données-là? Eh ben, écoute, moi, du coup, ce que j'avais noté, j'avais pris, en fait, j'ai pris morceau par morceau. Moi, je suis parti de la RPE. Donc, avec la RPE, juste la RPE, je m'étais mis un premier seuil à 185 watts et un seuil numéro 2 à 250 watts. Seuil numéro 2 que j'avais confirmé, on va dire, avec le SMO2 du muscle non impliqué. Donc, j'avais vu une très belle tendance sur le muscle non impliqué à 250 watts, pardon. Et d'ailleurs, je m'étais noté manque de récup au-dessus du seuil de fatigue. Donc, ouais, manque de récup. Je pense que dans les fréquences cardiaques, j'ai un manque de récup au niveau, dès que je commence à être dans les domaines d'intensité élevée sévère. Okay. Ça doit être plus bas si tu veux, Anto. Descends. Encore. C'est sur les. Voilà, ici. Tu vois, quand je commence à passer. Ouais, quoi que tu vois, même avant. Putain, même avant, en fait. Attends. Ouais, quoi que ça va, c'est pas ouf. Après, tu vois, il y a pas mal de variabilité dans les données, à savoir aussi que certains intervalles, tu es resté assis, certains intervalles, tu t'es levé, tu as bougé un petit peu. C'est des petites choses, mais ça va avoir une influence sur ce genre de données-là. Et donc, si tu vas interpréter la différence ou la cinétique de récupération pendant les minutes de repos, il faut que chaque intervalle soit exactement pareil. Donc, chaque minute de repos doit être la même. C'est-à-dire repos passif, sans mouvement des jambes, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il suffit de changer un. Là, si sur deux des trois intervalles, on va dire, qui sortent de la norme, le 125, 150 et 225, si sur deux de ces trois-là, tu as bougé, eh ben, voilà, on sait qu'on ne peut simplement pas se dire que là, à telle intensité, tu as moins de récup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et après, c'est une question que je me posais pour le manque de récup, qu'il soit sur le domaine d'intensité élevée ou sur le domaine d'intensité modérée. Est-ce que tu préconises la même chose, c'est-à-dire du travail de basse intensité pour augmenter cette récup, que ce soit dans les deux modalités? Le truc, c'est que dans le domaine modéré, jusqu'à un certain stade, tu n'as pas beaucoup de battements à récupérer, en fait, déjà pour commencer. Tu vois, si tu es à, je sais pas, si tu es à 70 BPM debout au repos et que tu es à 100 BPM là, à 100 watts, eh ben, tu as 30 watts, quoi. Tu as 30 BPM à récupérer et pas plus. Donc, tu ne peux pas comparer ça à un 40 que tu vois plus haut et te dire, ah, mais il me manque 10 de plus. Non, c'est juste que tu as atteint ta limite inférieure. Après, oui, en général, quand tu fais du travail à basse intensité, tu vas avoir une meilleure récup cardiaque à ces intensités-là. Je suis en train de voir avec les données que je collecte
qu'est-ce qui a le plus d'influence sur les données de récupération cardiaque à haute intensité? Est-ce que c'est plus des sprints répétés? Est-ce que c'est plus du travail type VO2 max? Je n'ai pas une réponse extrêmement claire pour le moment. Mais en général, là où on voit un manque de récup, c'est en général qu'il manque un petit peu de travail. Après, il faut l'interpréter dans son contexte aussi. Ok, donc là-dessus, voilà, donc un 250 watts sur le SMO2 du muscle non impliqué. Ensuite, sur les muscles impliqués, Anto a trouvé à 175 watts. Moi, mon seuil 1, je le voyais plutôt aux alentours de 150 watts, justement. Seuil 1 aux alentours de 150 watts et un seuil numéro 2 auquel je suis resté à 250. En fait, pour moi, il paraît assez clair. Voilà. Après, j'ai noté que j'avais pas atteint ma FC max. Je peux monter beaucoup plus haut que 192. Une amplitude cardiaque correcte puisque on passe en gros de 86 battements à 192, donc ça me fait une amplitude de 106 battements, ça le fait. Donc voilà, et après au niveau de l'oxymétrie musculaire, je m'étais noté plutôt profil 2, tu sais, dans les notes que tu nous avais données. Donc j'avais noté que c'était correct. Par contre, moi, il y a un truc qui me dérange sur l'amplitude cardiaque, enfin qui me dérange. Si je ne me trompe pas, toi, tu prends la fréquence cardiaque après le premier palier, c'est ça? Pour l'amplitude complète, tu dis? Pour ta première donnée de base, tu prends… Je prends en général le repos avant le test débute. Donc la valeur quand le premier intervalle débute, en fait. Ok, il y avait un truc qui m'avait, il y a un truc sur tes notes, je te l'enverrai, mais qui me paraissait pas très clair. Et du coup, je voulais te poser la question de pourquoi tu prenais la fréquence cardiaque à ce moment-là. Mais effectivement, si moi, je la prendrais avant de débuter le test carrément, comme tu ferais pour la lactatémie. Oui. Tu vois. Ok. Bon bah c'est moi qui ai merdé de ce côté-là. Bon bah voilà. Bon voilà mon analyse pour mon profil. Ok. Alors pour le 150, 175, parce que là sur 250 vous êtes d'accord. Et je serais assez d'accord aussi. De toute façon, comme on en a discuté, à moins qu'on ait un sprinter devant nous et qui ait une énorme capacité de travail au-dessus du seuil de fatigue, en général, ça va être deux intervalles, peut-être 3. Donc là, entre 250 et 275, il y a clairement une différence de tendance entre 275 et 300, mais comme tu l'as dit, Val et Antos, tu peux remonter sur le graphique 1. On voit clairement que tu as les pics de récup qui commencent à ne plus remonter sur le muscle non impliqué à partir de même un petit peu avant 225. Donc la fin du 225, ce qui, en général, dénote de quelqu'un qui se trouve dans le domaine sévère avec ses récup qui se passent pas comme elles se passaient avant. Mais voilà, on garde en tête que là, on était sur de l'écho, donc on a utilisé aussi le haut du corps. Encore une fois, si tu as bougé pendant certains intervalles de repos, ça peut avoir un impact sur le signal. Ça a un impact sur le signal. Donc, on garde ça en tête. Redescends un peu, Anto, s'il te plaît, sur le 2 et 3. Je serais assez d'accord pour être conservateur et te le mettre à 150 watts, ton premier seuil. Simplement parce que s'il faut choisir entre 150 et 175, je vais toujours choisir le plus bas. S'il y a un doute, toujours être conservateur. Parce que t'entraîner 30 watts en dessous de ton seuil, ce sera bénéfique si tu fais de la zone 2. Par contre, t'entraîner 20 au-dessus, ça ne sera pas, en tout cas, pas de la même manière. Donc, on a tout le temps avantage à être un petit peu conservateur avec nos données, nos interprétations de seuil. Et donc, dans ce cadre-là, c'est assez clair pour moi qu'entre 125 et 150, il y a un changement de tendance assez clair. Tu es plus ou moins à plat là, sur le Moxie 2 à peu près 57% jusqu'à la fin du 125, jusqu'à la 15e minute. Et après, ça commence clairement à descendre. Donc, moi, pour moi, le point d'inflexion, je le mettrais là s'il fallait en choisir un. Et encore une fois, tu n'auras pas de désavantage à t'entraîner un petit peu trop bas par rapport à l'inverse. Ça a du sens? Ouais. De toute façon, après, j'ai fait des seuils, j'ai fait des tests sur le travail de zone 2. J'ai fait 1 heure à 185 watts. Clairement, ça m'a coûté.
J'ai fait une autre heure à 175 watts, ça me coûtait un peu moins, mais les dernières minutes, c'était dur à tirer. Et là où je suis vraiment à l'aise, c'est, tu vois, aux alentours de 165 watts, je suis tranquille, je suis bien, tu vois. Ok, Je suis tranquille. parfait. Bah Donc, écoute, dis-toi même que 150, ça te fera pas de mal d'être même un petit peu plus lent. Et puis, fais-le un peu plus lentement et laisse tout ça évoluer au cours du temps, quoi. Parce qu'au final, le premier seuil, on n'a pas d'avantage à être tout près du premier seuil. Le premier seuil, c'est vraiment la valeur. En gros, il faut en rester assez loin. Contrairement au deuxième seuil, où là, ben, tu vois, là, tu veux travailler ton seuil, tu veux le faire remonter, il faut travailler pile poil dessus ou autour. Mais là, ce premier seuil, en fait, c'est vraiment juste la démarcation limite. C'est un peu comme, je ne sais pas si ça se tient comme analogie, mais je vais essayer. C'est un peu comme la marque d'eau maximale sur genre une rivière. Tu sais, tu te dis, ah ouais, putain, ça peut monter jusque-là. Mais en fait, ça se passe quasiment jamais. Ça va ouais. vraiment monter jusqu'à cette limite maximale que tu peux peut-être voir sur un arbre ou sur peut-être même quelqu'un a mis une ligne sur un mur parce que c'était fou cette année-là ou je sais pas quoi. C'est un peu ça, c'est cette ligne-là qu'on met. Et ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il faut s'en rapprocher. C'est juste que, voilà, c'est là-bas et on s'en rapproche pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Après, j'avais essayé de regarder, j'avais fait le test de puissance critique sur 3 minutes et 12 minutes. Ouais, d'accord. Bah, tu sais que je t'avais contacté, que j'avais eu un bug. Donc, je les avais fait plusieurs fois. Et là-dessus aussi, je m'étais trouvé un premier seuil à 185 watts. Si je prends les pourcentages que tu nous as donnés sur le travail de zone 2, donc je crois que c'est entre 55 et 75% du seuil numéro 2, c'est ça? Pour la zone 2? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà. Ouais, j'y arrive pas. À la limite, faudrait que je prenne. Pour être vraiment à l'aise, si je prends que les pourcentages, il me faut 65%. Et tu vois, 65%, ça me met à peu près à 160 watts. Donc voilà. Et la puissance critique, pareil, j'étais à 185 watts. Mais une fois de plus, 185 watts, je suis pas à l'aise du tout pour une zone 2. Donc. Pardon, alors tu disais, tu l'as calculé à combien ta puissance critique sur l'écho? J'avais fait la fourchette basse, 55. Je trouvais ça trop Parle bas pas parce du que je seuil, trouve que on parle de la puissance critique en elle-même, le chiffre que tu as Ah, la puissance critique. La puissance critique, mon seuil 1 avait été estimé à 185 watts. dans ton seuil 2. Ta puissance critique était à combien? Ah putain, excuse-moi. Putain, mais je suis perdu, moi. Alors attends, je l'ai envoyé à Anto. Puissance critique, c'est moi ça? Ma puissance critique avait été estimée à 299, mais franchement, je trouve que c'est des tests qui sont pas simples quand même. Le 3 et le 12 minutes, je sais pas. Mais ma puissance critique avait été estimée à 299. Tu avais un W prime à combien? Un W prime à 14. D'accord. Ok. Bah écoute, c'est intéressant parce que ça match en tout cas ce qu'on voit sur les différences de tendance ici sur les intervalles. Tu vois qu'à 300, eh ben, ça descend drastiquement par rapport au 275. Donc, Ouais. est-ce que le 250, c'est un peu conservateur pour ta puissance critique et puis il faudrait le pousser à en tout cas 275? C'est possible. Et comme tu l'as dit, si tu prends les pourcentages, donc si tu prends. Après, voilà, ça reste des pourcentages sur un calcul. Donc, ça reste limité en termes de. On ne sait pas dans quelle mesure ça va s'appliquer à toi. Mais ouais, je pense que tu as tout avantage à être conservateur avec ça et de dire même, tu vois, même à te placer à 50-55% de ta puissance critique calculée, ce qui te mettrait aux alentours des 150-160 watts. De toute façon, Ouais. si tu fais une heure à la valeur que tu as estimée ou que tu as mesurée et que tu sens que c'est lourd dans les jambes, tu es trop haut, ça c'est sûr, ça c'est certain. Ah ouais, c'est vrai. Donc, autant tirer 20 watts, même 30 watts plus bas, comme ça, tu es tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, pour le 3 et le 12, que ce soit pour le 3 et le 12 minutes et pour le 1002 et le 3006, ce que j'ai pu observer, moi, et je voulais t'en parler, c'était que quand je veux travailler au-dessus de la puissance critique, je revois toujours mes pourcentages à la hausse. C'est-à-dire que si moi, je prends les pourcentages, je leur prends les pourcentages, admettons, je veux travailler à 140% de ma puissance critique, et qu'à la fin des paliers, je leur donne l'échelle RPE, ils sont toujours en dessous
de ce que je voudrais qu'il soit. Donc, moi, ce que j'ai remarqué là sur 5-6 athlètes, et ça a toujours été la même chose jusqu'à maintenant, c'est que je calcule la puissance critique avec le 3 à 12 minutes ou en course. Et pour le travail au-dessus de la puissance critique, il va falloir que je revoie mes pourcentages à la hausse. Et pour le travail seuil 1, il faut que je vois mes pourcentages à la baisse. Ouais. Je ne sais pas si tu y avais observé aussi. C'est tout à fait possible. Après, pour tout ce qui se passe en dessus, encore une fois, les pourcentages, c'est difficile. Une fois que tu passes le 100% de ta puissance critique, où mettre la limite supérieure du domaine sévère, ça va être très individuel, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est compliqué de mettre des pourcentages exacts. C'est clair qu'il faut que tu ajustes ces pourcentages selon l'effet que tu recherches. Donc après, c'est… En fait, j'ai fait un parallèle avec tu sais, moi, je travaille quand même pas mal avec l'ARM, la répétition maximale. Ouais. Et pour moi, ce travail est intéressant parce qu'il s'adapte en fonction de la forme du jour de la personne. Et en fait, ce travail de RPE, c'est un peu la même chose, tu vois, pour ce travail énergétique. C'est-à-dire que le pourcentage, il est à adapter chaque jour en fonction de la forme de la personne. Et en fait, j'ai fait un lien entre le travail de RM, le travail de RPE, et j'ai perdu le fil. Mais en gros, je pense que tu as raison. De toute façon, j'aime de plus en plus le travail basé sur les RPE. Que si tu as un athlète qui sait s'écouter, eh ben, au final, si tu as ces données déjà, donc que tu connais en gros les grandes frontières, et que ensuite tu travailles de manière plus précise avec les RPE selon la forme du jour, en connaissant son profil et en sachant où les grandes limites se trouvent, tu peux que être dans le juste, tu vois. Après, voilà, il est à plus de 90% de sa fréquence cardiaque, qui respire comme un bœuf après des intervalles de oui. et qui dit c'est un 6 sur 10, le problème, il est de son côté à lui, pas le côté de ton pourcentage de puissance critique, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais je fais toujours un parallèle. Je fais toujours un parallèle aussi avec la fréquence cardiaque. C'est intéressant. Ouais. La personne qui te dit, putain, non, là, ça va pas, et que tu vois que sa fréquence cardiaque, elle a, je sais pas, moi, elle a 50 battements de marge. C'est bon. Soit tu es fatigué, soit arrête de t'écouter. Ouais. Mais c'est intéressant. Voilà, pour les observations pour mon profil. Ok. On se fait suivanto. On se fait suivanto. Avant ça, Ben, Letty, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Ouais, d'accord. Voilà, pour l'instant, tout est clair. Tout bon jusqu'ici. Génial. Ouais. Alors, Anto, allons-y. Ouais. Sean, juste, je t'embête 2 secondes. Le MO2 et le volume sanguin, tu l'utilises comment, toi? J'utilise pas. Tu n'utilises pas? Non, c'est… en gros, Roger, qui est le CEO de Moxie, et André Feldman, qui est le co-développeur du Moxie, tous les deux ont laissé comprendre dans ces derniers mois que ce n'était pas nécessairement une mesure qui était assez fiable pour être utilisée en termes d'interprétation. Et donc, au final, moi, je la laisse complètement de côté. Je la regarde de loin des fois, mais très honnêtement, en connaissant en comprenant mieux la complexité du contrôle du flux sanguin entre, comme on en avait déjà parlé, vasodilatation métabolique, vasoconstriction sympathique, compression mécanique compression mécanique, simplement à la mécanique musculaire, et du fait qu'on ne puisse pas dissocier toutes ces choses-là, ce serait, à mon avis, ce serait un petit peu comme parler de production et de réutilisation de lactate. On n'a pas ces chiffres-là. On ne peut pas faire la part des choses. Tout ce qu'on a, c'est ce qui nous reste dans le sang. Et donc, au final, je ne vois pas vraiment de contexte où ça pourrait être utilisable. Donc, moi, je le laisse de côté. Ok. Et là, juste pour finir sur Val, là, si on devait lui donner un petit peu des objectifs par rapport à ça, alors il nous faudrait son entraînement, et puis justement ses objectifs à lui, mais comment tu orienterais l'entraînement justement par rapport à ces données de seuil 1, de seuil 2 et tout ça? Alors, si on a sa puissance critique calculée à 300 watts et qu'on établit son premier seuil à 150 watts, pour être un petit peu conservateur, comme on l'a dit avant, ça voudrait dire qu'il a un premier seuil à 50% de sa puissance critique.
Et donc, ça veut dire qu'il a pas mal de boulot à faire pour faire remonter ce premier seuil. Donc, déjà, mais ça, c'est vraiment tout le monde y passe, du travail de basse intensité avec le volume qui peut s'accorder chaque semaine, avec une progression de volume au cours du temps. Pour essayer, encore une fois, en fonction de ses objectifs, parce que selon le sport, on n'a pas besoin d'en faire 7 heures par semaine, mais déjà rien que d'en ajouter 1 à 2 heures par semaine à la bonne intensité, pendant une période prolongée, sans trop se poser de questions, et voir après 8-12 semaines comment se passent les changements au niveau des ressentis, tolérance de volume d'entraînement, des métriques assez simples, ce serait la première chose. Et après, le reste, pour ce qui est de la haute intensité, on va dire, 3, 4, 5, 6, 7, au niveau des zones, ce serait vraiment par rapport à soit ce qu'il fait, soit ce qu'il ne fait pas, soit ce dont il a besoin le plus par rapport à sa compétition. Donc, et des fois, tu as de la peine à dire « Ah, mais on va plutôt partir là-dessus » ou « Ah non, on va plutôt partir là-dessus ». Peut-être qu'ils ont besoin de développer un petit peu tout. Donc, tu peux te dire on va faire 8 à 12 semaines sur du travail de puissance pure parce que pourquoi pas, ça fait un moment que la personne n'a pas fait. Ensuite, on va basculer sur peut-être la VO2 max et puis après passer sur du plus long, sur du tempo, des choses comme ça. Si par exemple la personne se prépare pour un événement un petit peu plus long, un trail, un semi, un truc comme ça. Mais après, voilà, si c'est quelqu'un qui évolue plus dans des sports très, très explosifs, te dire, OK, alors la puissance, il peut toujours de toute façon en gagner un petit peu. Donc, travail de puissance. Mais après, on part dans l'autre sens et on va plutôt zone 3, zone 4. Et puis, on termine avec du travail de VO2 max qui sera plus, en guillemets, spécifique à sa discipline. Donc, en gros, tu peux commencer vraiment où tu veux tant que tu as un raisonnement qui est cohérent par rapport à où tu commences et où tu vas avec ça, en sachant toujours que si tu connais la discipline et le domaine temporel dans lequel la personne va évoluer, tu peux simplement commencer du plus loin, donc du général, et te rapprocher de l'activité, donc du spécifique, et d'échelonner simplement ton travail des différentes zones. Comme ça, il y avait une question à laquelle j'ai répondu hier, je crois, sur mon question-réponse sur YouTube, un coureur ou un coach qui bosse avec des coureurs et qui me disait, je comprends bien tes zones, ça s'applique bien pour genre des coureurs de 3000 mètres, mais voilà, j'ai un coureur de 800, donc lui, il court en moins de 2 minutes. Son événement, c'est moins de 2 minutes, donc techniquement, c'est en zone 6. Quel est le but de faire de la zone 3, zone 4? Quels vont être les bénéfices pour cette personne-là? Est-ce qu'il y aura vraiment des bénéfices directs sur sa compétition? Certainement pas. Ou alors, on peut se poser la question. Ce n'est pas spécifique à sa discipline. Par contre, c'est général. Par contre, c'est du développement athlétique général dont cette personne aura certainement besoin pour soutenir ses entraînements spécifiques et pour faire en sorte que tous ces entraînements de type VO2 max et zone 6 et autres soient peut-être plus facilement tolérables. Donc, pour ça, il faut faire remonter le seuil. Donc, pour ça, il faut bosser en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut toujours prendre le contexte global de la personne. Et en général, si tu n'as pas d'échéance qui est là tout de suite, en gros, tu peux te dire, on prend une progression sur le moyen-long terme en vue avec des blocs de 8 à 12 semaines chacun. Et puis, on va faire 2-3 blocs. Et puis, on va essentiellement balayer tout le spectre d'intensité avec une constante de basse intensité de toute manière. Et quand on revient sur les premiers entraînements qu'on avait faits, on requantifie un petit coup, fréquence cardiaque, RPE, temps de soutien, on refait les tests et on regarde comment le profil évolue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que moi, tu vois, là, par exemple, du coup, Val, les watts max, il était à 350. Si tu regardes son seuil 2, on l'a estimé à 250. Ça fait 71%, je le trouve un peu bas. Donc, je disais, essayer de bosser justement peut-être autour de ce seuil 2. Donc, pareil, il faut rester sur cette modalité, mais essayer pour augmenter justement ce pourcentage au seuil 2 que je trouvais peut-être un petit peu faible. Et, après, ça dépend toujours. Il faut dire que son dernier palier qu'il a complété, c'était 325. Tu vois, pas le 350. Oui. Il a arrêté avant le 350. Et après, c'est où est-ce que tu places le seuil? Est-ce qu'on le place à 250 parce qu'on l'a interprété comme ça? Est-ce qu'on le place à 300 parce qu'il a calculé avec 3 et 12 minutes? Et après, donc ça te change déjà les ratios. Tu vois ce que je veux dire? Mais quoi qu'il arrive, que son premier seuil soit à 150 ou à 175, il y a un gouffre entre son premier et le deuxième seuil. Ça, c'est clair. C'est assez apparent. Quel pourcentage qui te fait tilter entre seuil 1 et seuil 2? Qui te fait dire qu'il y a une couille entre les deux paliers?
Alors, je ne dis pas qu'il y a une couille, c'est juste qu'on regarde la distribution d'intensité. Si on place son seuil, personnellement, je le placerais sûrement autour des 175 ou entre 175 et 300, étant donné que tu m'as donné les données de la puissance critique calculée et étant donné la tendance des 2 derniers intervalles. Et donc, si on place disons 275, comme ça on a le palier devant nous, tu as fait 2 intervalles en dessus, tu as quand même 1, 2, 3, 4, en tout cas 4 à 5 intervalles où tu es entre les 2 paliers. Tu vois? Donc, tu as bien fait ton boulot de repousser ton seuil, donc tu as une bonne forme de ce côté-là. Par contre, au niveau métabolique, à 150 watts, tu es très très bas en comparaison à ça. Donc, si je prends 300 comme ta puissance critique et que je prends 150, c'est 50%. Alors que on voudrait bien 60, 65, peut-être même 70% si on y arrive. Pas tout de suite, hein, ça va prendre des mois et peut-être plus. Mais voilà, est-ce que ça va faire ensuite que tout le travail que tu fais plus haut sera plus simple? Très certainement. Donc peut-être même, tu vois, se dire, OK, est-ce qu'il a besoin de continuer à pousser son seuil vers le haut? Est-ce qu'il a besoin de faire simplement ce qu'il n'a pas vraiment fait ces derniers temps? Ça, en général, pour moi, c'est le choix numéro 1. C'est, ça fait une année que tu n'as pas fait de sprint sur ton vélo parce que tu n'aimes pas ou parce que je ne sais pas pourquoi tu ne les as pas fait, mais voilà, ça fait longtemps. Donc, le stimuli va certainement être intéressant. Et donc, on va commencer par ça parce que déjà, tu vas avoir de bonnes adaptations assez rapidement du fait que tu fais simplement pas ce travail. Okay. J'ai une question. Ouais, quand tu parles du seuil 1 par rapport à la puissance critique, tu as dit aux alentours de 75, ce serait intéressant, mais est-ce que tu as déjà vu des athlètes repousser ce seuil-là beaucoup plus haut en pourcentage? Alors, tu vas voir des 75, c'est très très haut hein, en pourcentage de puissance critique. Ouais, c'est déjà assez haut. Les fourchettes que j'utilise pour le calcul sur la fiche, c'était 58, 65 et 72, si je ne me trompe pas. Pour quelqu'un qui fait pas du tout de travail d'endurance fondamentale, un petit peu de travail d'endurance fondamentale et pas mal de travail d'endurance fondamentale pour les calculs des estimations. Tu pourrais tout à fait le faire remonter plus haut si tu regardes un Eliud Kipchoge ou un autre marathonien de niveau élite, eh ben, ils vont avoir leur premier seuil extrêmement proche de leur vitesse critique en fait. C'est simplement les demandes de leur discipline et donc ils doivent en fait maximiser, quitte à perdre, tu vois, quitte à perdre de l'amplitude sur le haut du tableau, ils n'en ont pas besoin de cette amplitude au niveau des hautes intensités, donc c'est condensé en fait. Et donc cette compression, si tu veux bien, des seuils vers le haut, eh ben, elle va se faire avec des athlètes de sport d'endurance de très très haut niveau et de sports d'endurance qui sont très longs aussi. Donc, on pourrait dire que plus ta discipline est longue et plus tu vas vouloir potentiellement même aller chercher cette condensation, si même c'est un terme qui peut s'utiliser dans ce contexte-là, des seuils vers le haut par rapport à leur profil. Mais après, pour quelqu'un qui fait du crossfit, pour quelqu'un qui fait un autre sport, est-ce qu'il y a besoin qu'il soit à 80% de sa puissance critique au premier seuil? Je pense que de toute façon, il n'aura pas le temps d'effectuer le volume qu'il faudra pour engendrer ces adaptations. Mais après, voilà, si tu peux gagner 10-20 watts en économie, ça, c'est toujours intéressant. OK? Ouais, c'est sûr. OK. OK, super. Alors, vas-y, Antoine, on bascule sur le tien. Comme ça, normalement, on a 20-25 minutes. Comme ça, on peut essayer de finir celui-là aussi. Ok, donc moi j'étais sur le vélo l'Eco 2. Le Moxie 1, donc il était sur la jambe gauche, sur le vas externe. Le Moxie 3 sur le vas externe droite et le Moxie 2 il était sur le deltoïde, hein, donc le membre non impliqué. Du coup, par rapport à ça, moi j'ai déterminé mon S1, j'ai dit qu'il était à 175 watts. Je l'ai mis du coup ici parce que pour moi, à partir de là, j'ai l'impression qu'il y a une tendance quand même qui diminue. Alors j'aurais même pu le mettre. Le problème d'ici là, c'est qu'on a vu, on l'avait. Je vais prendre plutôt l'autre. On avait changé là, il y avait eu un souci, on l'avait mal positionné, donc tu me l'avais remis, il me semble. Ouais, c'est ça, on l'avait bougé, hein, c'est ça. Voilà, on l'avait bougé, donc c'est pour ça là, on ne peut pas trop se fier à ce qu'il y avait avant. Le Moxie 3, voilà, c'est sur la jambe droite. Ouais.
Voilà, moi je disais le premier seuil à 175 watts, Ouais. parce que j'ai l'impression voilà, qu'il y a vraiment une diminution là, à cet endroit-là. Ouais. Et puis le seuil 2, j'ai mis à 220 watts. J'ai mis le seuil 2 ici, parce que pareil, de là à 220, j'ai l'impression que ça reste plus ou moins pareil. Et puis que là, d'un coup, il y a une désaturation qui est peut-être un peu plus importante à partir de 220. Est-ce que tu as tes Euh, RPE pour 220 et 235? ouais, 220, j'ai marqué donc RPE 7 et 175, j'étais à 5. Donc Et ça, après, 235? pardon, tu m'as dit 235, tu étais à quoi comme RPE? 220, moi j'ai donc 7, RPE 7 à 220. Et à 235, pardon? Et à 235, je ne sais plus du tout, c'est au-delà. Je ne sais plus où j'ai mis. Je sais plus la donnée. C'était certainement un 8. Tableau de bord. Ça ferait 8, 9, 10, ça aurait du sens. Je ne sais plus où. Un tableau de bord, en fait. Ouais. Regarde dans. Ouais. 7, 7, 8, 9, 10. Ouais. Ah, Donc tu étais à 8. 235. Ah ouais, c'est ça. Tu étais à 8. Il est sur la rangée 16. Pardon, la rangée 15. Ah oui, exact. Ok, donc ouais, Ok, 8, ouais. d'accord. Voilà. Ok. Donc voilà pour les seuils. Après, Je peux par bien voir ton rapport à. Moxie 1, s'il te plaît, pardon. Tu veux? Le Moxie 1, s'il te plaît. Ouais, Moxie 1, voilà. Ouais. Ok. Alors, comme. Attends, je te laisse terminer avant de dire quoi que ce soit. Et après, je laisse. Ouais. Et non, après, je disais, du coup, en basant plutôt sur ce Moxie 3 là, même si on comparait par rapport à Val, qui avait des amplitudes qui revenaient quand même assez hautes, moi j'ai quand même une tendance justement à on va dire mes valeurs de récup qui ont tendance à diminuer avec l'intensité, contrairement à Val qui elle restait quand même à des valeurs assez hautes. Mhm. Donc je pense que ça c'est pareil, c'est une limite un petit peu une limite un peu de mon système cardiovasculaire. Donc voilà. Après, bon, j'aurais peut-être d'autres analyses en fur et à mesure de la discussion, mais voilà, dans un premier temps, là, ce que j'avais à dire là-dessus. C'était à combien de fréquences cardiaques sur le sens? Ouais, ça, elle était faible. Alors, je ne sais plus si j'étais à fond ou pas, je ne pense pas, mais j'étais en fréquence cardiaque max, j'étais à 152. Ouais. Donc, c'est ridicule. Enfin, c'est ridicule. Ouais. Donc, voilà. Donc, et du coup, je suis monté Wattmax, j'étais à 265. Je suis monté à 265. Ouais. J'ai fini le Ouais. palier 265. Est-ce que tu as refait des efforts équivalents depuis pour voir si tes valeurs de fréquence cardiaque étaient comparables? Non, du coup, là, par contre, que j'ai pas refait de. Non, par contre, je me suis mis du travail, justement, en zone 2, là, sur le vélo, là. Ouais. Et c'est vrai que sur ce travail de zone 2, là, donc moi, je l'ai déterminé à peu près à 175 watts. Je pense que ça doit être pareil, la limite haute de cette zone 2. Et moi, je suis bien à 160, en fait, aux alentours de 160. Bon, encore une fois, j'en faisais jamais de la zone 2. Je m'y suis mis, j'essaie de m'y mettre deux séances par semaine. Là, je fais pas grand-chose. Je fais une demi-heure, 40 minutes maximum, 2 fois par semaine. Et je suis bien à 160. 160 watts, je suis pas mal. Donc 175, je pense que c'est la limite, ça doit être la limite haute. Une fois quand je suis à 175, je suis capable de tenir, mais voilà, ça me demande un petit peu plus de jus quand même. Ouais. Donc, je te dirais, si tu le fais comme ça, vas-y, même encore plus conservateur, mets-toi à 150 watts et Ouais, puis passe un petit peu plus de temps si tu peux par séance là-bas plutôt que faire 160. ouais, Encore une fois, tu n'as pas de désavantage à être 10 watts plus bas que par rapport à l'inverse. ouais, clairement. Ok, alors avant que je commente, Val, je te laisse parler un petit peu de ce que tu as vu toi. Ouais. Alors écoute, j'ai fait comme sur mon profil à moi. Donc j'ai pris la RPE. De ce que j'ai vu de la RPE, moi je lui avais estimé un seuil 1 à 180 watts et un seuil numéro 2 à 240 watts. Mhm. Okay.
Ensuite, du coup, j'ai pas pu regarder, déterminer le seuil numéro 2 avec le SMO2 du musclon impliqué parce qu'il n'y avait pas de visibilité. Je crois que je l'avais mal placé. Il y avait eu une couille. Attends, t'es sûr que c'est le muscle non impliqué? Ouais. Ça, c'est juste par rapport aux tendances générales. Ce que tu vas voir, Val, c'est que en général, pour qu'il y ait, et ça, j'ai pas encore déterminé la raison exacte, mais en général, pour les gens qui sont une désaturation au niveau du membre non impliqué, tu la vois plus souvent chez des gens qui sont entraînés, voire très entraînés, que des populations qui ont passé moins de temps sur cette modalité-là. Et qui, du coup, en fait, vont, si on ose parler comme ça, avoir une limitation plutôt au niveau périphérique, c'est-à-dire que c'est les muscles, en fait, qui n'arrivent plus à continuer à faire le travail, plutôt que c'est le corps complet qui ne peut plus tenir cette charge d'entraînement. Parce que je pense, Anto, avec un petit peu d'entraînement, il arrive à faire 2-3 paliers de plus sans problème. Tu vois, surtout sur on avait des intervalles qui étaient assez courts de 15 watts. Donc, je pense que les 300 watts, il peut y arriver avec un peu d'entraînement, mais c'est plus au niveau musculaire. Et ça, tu le vois de toute façon. Tu le vois de toute façon chez les débutants. C'est que la limitation, c'est juste qu'ils n'ont pas la capacité musculaire d'effectuer le travail ou de répéter le travail. Tu n'arrives pas en fait à même assez taxer leur système cardiovasculaire ou leur système respiratoire parce qu'ils n'arrivent même pas à se mettre dans cet état-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Anto, ça a du sens? Ok, tu vois, c'est ce que je m'étais marqué. J'avais marqué pas de visibilité d'après moi pour en déduire quelque chose. Ouais, voilà. Ouais, je pense que c'est sage comme observation. Ouais. Donc voilà, ensuite, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, avec le SMO2 des muscles impliqués, je lui ai du coup déterminé un seuil 1 à 130 watts, qui est assez bas comparé à sa RPE. Pourquoi j'ai mis 130 watts? J'ai peut-être fait un peu le con là-dessus. Je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. 130 watts, pourquoi j'ai mis 130 watts? Bon, écoute, c'est ce que je pensais être juste sur le moment. Ouais. Là, si je dois regarder à nouveau, je lui mettrai plus aux alentours de 175. D'accord. Ouais, du coup, comme moi, ouais. Ouais, peut-être même avant, en fait. Je suis un peu perdu là sur son seuil 1, du coup. 180, 130 watts. Si je tape entre les deux. Je trouve qu'à partir de 175, il y a vraiment Ouais, de. 175, c'est quand même bien franc, mais en même temps, 145, il y a quand même quelque chose de joli aussi à voir. Après, je reviens à des valeurs, ouais, sur la fin du palier, je reviens un petit peu plus. Ouais, c'est pour ça en fait. J'avais dû, je sais plus pourquoi je lui ai. Écoute, je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Je lui ai mis donc avec les muscles impliqués, je lui ai mis 130 watts au premier seuil et je lui ai mis 220 watts au deuxième seuil. Ouais. Voilà. J'ai noté qu'il avait une mauvaise amplitude cardiaque. Il est à 62 en amplitude cardiaque. Donc ça, après, c'est ce qu'on a pu observer. Et du coup, là, clairement, je pense qu'on est sur un système cardiaque assez limitant, dans le sens où même au niveau des récup, c'est pas ouf non plus. Et avec ce que tu nous avais donné, du coup, j'avais marqué plutôt un profil 1 avec incapacité du système cardio à répondre à la demande croissante en oxygène. Et en fait, ça m'a l'air de corréler pas mal à ce qu'on observe sur son système, sur son système cardiaque. Montre voir sur la courbe de fréquence cardiaque, Anto, s'il te plaît. Alors, en général, quand je vais mentionner une limitation à proprement dite cardiaque, on cherche un plateau sur le dernier palier ou les deux derniers paliers, ce qui n'est pas nécessairement le cas ici. Ce qui n'est pas le cas. On a une augmentation croissante de la fréquence cardiaque en réponse à l'effort. Après, un truc dont je n'ai pas parlé, Anto, sur le tien avant, mais qu'on peut voir, qui commence à se dessiner, mais je n'ai pas assez de confiance là-dedans pour dire qu'il faut l'utiliser comme ça, mais de voir en fait quand est-ce que ta fréquence cardiaque, elle passe d'un plat assez clair sur l'intervalle à une augmentation progressive. Donc, tu peux, Anto, basculer sur le profil de Val, encore une fois, s'il te plaît.
sur les fréquences cardiaques, tout en haut du coup. Et puis, si on se demande où est la séparation entre ces plats et ça commence à monter, entre 150 et 200, tu vois clairement un changement de tendance, où 150, ça reste plat, voire ça descend même en fin d'intervalle, alors que 175, ça a tendance à augmenter, 200, c'est clairement plus haut à la 4e minute qu'à la fin de la première minute. Donc ça, c'est un truc que j'ai pas… Peut-être qu'il faut que je commence à le calculer et il faut peut-être que je retourne voir sur les données que j'ai collectées et voir en fait s'il y a une corrélation entre le moment où tu passes ton premier seuil et la différence de battement entre minute 1 et minute 4. C'est possible qu'il y ait quelque chose là à creuser. Donc ça, c'est un truc que j'observe aussi un petit peu de loin. Retourne voir Anto sur l'autre graphique. Du coup, ici, on a un peu moins d'amplitude. Ouais, c'est bon. On a un peu moins d'amplitude, mais… sur le mien, là? Ouais, sur le tien, ouais. Un peu moins d'amplitude, mais du coup, quelque part entre 145 et 160, je dirais que ça commence à prendre une tournure un petit peu montante. Ouais. Hein? Ouais, exactement. Ok. Et après, redescends voir sur le Moxie 3, du coup, vu que c'est celui qu'on regardait. Ouais. Après, et ça, c'est un de ces cas de figure, je dirais. À un moment donné, il faut voir la qualité des données qu'on a collectées et qu'est-ce qu'on peut vraiment en interpréter. D'accord? Et là, Anto, c'est pas ta faute, c'est pas la faute à qui que ce soit, c'est juste les données qu'on a collectées, elles sont comme ça. Et il y a énormément de variations, autant au niveau des tendances, autant au niveau des chiffres, des valeurs absolues. Mais tu vois, par exemple, du plat à 115, ça un petit peu plus bas à 130. 145, tu as clairement une tendance qui est montante après les 2 premières minutes. 160, c'est pareil. Après, tu as un plat. Après, à 190, tu as de nouveau une tendance montante. À 205, tu as un petit plat, puis après, ça retombe. Donc, est-ce que c'était du contrôle d'intensité sur le moment? Est-ce que c'était d'autres facteurs qu'on ne peut pas contrôler? C'est difficile à dire, mais je pense qu'il faut toujours être… En gros, plus tes données elles sont propres, plus ta confiance dans l'interprétation elle peut être haute. Et plus moins tes données sont propres et plus tu dois être conservateur dans ce que tu regardes. Personnellement, par rapport à ce que vous avez dit avant, déjà, si on regarde pour prendre les valeurs un peu, pas extrêmes, mais pour prendre les 2 bouts du spectre que moi je regarde là, 175 et 115 watts, tu vois clairement que 175, tu es aux alentours de 35%, alors que le 115, tu es à 45%. Donc, il y a 10% entre ces deux intensités et il se passe quelque chose entre les deux. Okay. Donc, après, est-ce qu'on se dit, voilà, entre 55 et 45, il y a 40 et du coup, on mettrait la limite entre guillemets à 40, ce qui nous ferait tomber entre 130 et 145 watts. Après, une autre manière d'estimer, ce serait de se dire, on a estimé son deuxième seuil à 220 watts. Ça voudrait dire qu'il a effectué 3 paliers en dessus de sa puissance critique, ce qui est possible, ce qui est plausible. Mais qu'on prenne 220 ou 235, s'il ne faisait pas beaucoup d'entraînement d'endurance avant, c'est peu probable qu'il ait un premier seuil à 75 ou à 70% même de sa puissance critique ou de son deuxième seuil interprété. Tu vois? Donc, même si on prenait 220, ça fait quoi? 110 plus 55, 165. Donc, si on prend 220 comme son deuxième seuil et qu'on prend 75%, ça nous met aux environs des 165 watts. Ce qui est 75%, c'est très, très haut. On est d'accord. Donc, je errerais certainement de l'autre côté de cette interprétation qui est très conservateur, 130, peut-être 140 watts comme valeur de premier seuil. Simplement je sais pas pourquoi j'avais estimé à 130. Il y a un truc qui m'avait fait tilter, mais je sais pas. Ouais, on voit quand même une différence entre ce qui se passe à 100 et 115 et ensuite ce qui se passe à 130 et 145. Il y a une séparation. Même si on s'éloigne des tendances à proprement parler, si on prenait la moyenne du SMO2, alors sur la dernière minute, tu vois qu'il y a clairement une tendance qui est descendante à ce niveau-là.
Ah, mais oui, mais non, mais laisse tomber. En fait, je sais pourquoi. En fait, c'est parce que entre le 100 donc tu as 100, 115, il est sur un plateau et après, ouais, ça commence à chuter à 130. Donc, en fait, moi, j'ai pris la première chute, la première chute assez visible. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai mis à 130. Mhm. Et puis, Et donc, et ça doit s'observer peut-être. Essaye de monter sur le Moxie 2. Le Moxie 2, Ça le doit se problème, voir. Moxie 1, c'est ouais. qu'on avait changé. alors, tu vois, ce qui est Ouais, intéressant, c'est qu'on l'avait changé. Donc, on n'avait pas la même. euh, et je ne sais pas si je vous l'avais envoyé. Si je ne l'ai pas fait, je vais le faire juste après dans le groupe. La vidéo que j'avais enregistrée avec Jem sur les différents profils de SMO2 Moxie. Non. Ok, non. alors il faut que je vous l'envoie. Mais en gros, la manière dont ton signal se présente va être directement corrélée avec la profondeur de pénétration du signal du MOXIE et donc la couche de tissu adipeux. Ok. Et donc, Ouais. Okay. on voit qu'on a changé la position du MOXIE et que notre tendance, elle s'est un peu reset, si on veut bien, qu'on n'avait pas plus la même tendance sur le deuxième. Mais c'est clair que même sur le premier, eh ben, on voit assez clairement que tu es plat à 100 et 115 et qu'à 130 et 145, ça commence à tomber de manière assez drastique. On est d'accord? Ouais. Donc, moi, j'irais assez dans ce sens-là, de dire 130, 140 watts max pour un premier seuil. C'est bas, c'est très bas, Ça va, mais ouais. ça correspond au deuxième seuil estimé. Si tu fais ton 3 et 12 minutes, si tu as envie de te faire mal, un petit peu de mal, mais un petit peu de bien sur le vélo, comme ça, tu pourrais calculer ta puissance critique et voir à quel point ça correspond avec un 220 ou un 235. À savoir encore une fois qu'il y a une zone grise, et ça, si je ne vous l'ai pas envoyé, je vous l'enverrai aussi sur le groupe. Il y a une zone grise et il y a un papier qui décrit bien cette zone d'incertitude entre des valeurs métaboliques comme le MLSS, comme certainement l'oxymétrie musculaire et la puissance critique qui est calculée. Okay, et donc cette zone grise, si on veut bien, qui forme, si tu veux bien, le deuxième seuil, il faut prendre ça en compte aussi. On va avoir une puissance critique qui en général va se manifester un petit peu plus haut que ce qu'on va pouvoir mesurer au niveau métabolique. Ok. Oui. Yes. Ben, Laetitia, vous avez des questions ou des remarques sur ça? Non, moi, c'est bon. Laetitia, elle est partie, comme je te disais. Ouais. Comme je t'ai dit, là, elle va pas tarder à revenir, là, du coup. Ok, ça marche. Ouais, non, sur les remarques, non, non, moi, c'est bon, en tout cas. Ok, ça marche. Alors, bah, du coup, ouais, je pense qu'entre 220 et 235 pour le deuxième seuil, c'est cohérent pour moi. Mais après, Ouais. le premier, ouais, j'irais plutôt conservateur et je le mettrais plutôt à Ouais, ouais. 130 qu'à 170. Ap- Après, il y en a beaucoup qui utilisent, on parlait de puissance critique là, parce que finalement, vu que c'est un calcul, ça me semble quand même enfin, moins fiable que de faire ce genre de test. Alors oui, tout le monde ne peut pas faire ce genre de test, mais les gars qui sont à haut niveau, de toute façon, ils auront très certainement accès à ça. Donc, ouais, j'ai du mal à comprendre pourquoi on fait puissance critique alors que bah, ça me semble un peu réductionniste, tu vois, comme approche de dire bah, on va se baser sur un calcul, on va faire des pourcentages de machin. Je trouve que ça ouais. fait beaucoup de biais dans tout, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça dépend. Bah, ça va, comme tu le sais, hein, dans le sport, ça dépend énormément de la philosophie de l'entraîneur ou des Mm. entraîneurs et de qu'est-ce qu'ils sont prêts à utiliser, qu'est-ce qu'ils ont appris à utiliser, qu'est-ce qu'ils sont confiants à mettre en application, qu'est-ce qui a fait ses preuves dans ce sport dans le passé, qu'est-ce qui a fait ses preuves dans les sports d'où ils sont issus ou dans lesquels ils ont eu leur éducation avant d'arriver dans ce sport. Pour moi, ce serait assez cohérent de faire un calcul de puissance critique avec plus de deux valeurs, ça c'est clair pour si on parle d'athlètes semi-pro ou pro qui vont s'entraîner énormément, d'avoir une puissance critique, mais d'avoir également un premier seuil au lactate ou ventilatoire ou oxymétrie. Je pense que tu peux allier les deux, tu vois. C'est une des raisons Ouais. pour lesquelles maintenant sur mes profilages, je demande toujours que les athlètes fassent leurs 3 et 12 minutes avant de venir me voir. Donc, comme ça, on a autant. Moi, je peux calibrer mon test par rapport à cette puissance critique calculée. Et ils ont aussi des tests qu'ils peuvent répliquer assez facilement
pour quantifier leur progrès au cours du temps sur des valeurs telles qu'une puissance critique. Mais ça reste la faiblesse de la puissance critique, c'est que c'est une mesure de rendu d'effort, ou c'est même un calcul. C'est un modèle mathématique qui est appliqué sur la physiologie. Ce n'est pas toujours exact, mais de manière générale, ça donne d'assez bonnes indications sur ce deuxième seuil. Et aussi, je pense, un truc qui est intéressant, c'est que ça te donne ce W' qui t'indique quand même de manière assez concrète du profil de la personne, de l'athlète, par rapport à ses capacités de génération de puissance et à haute intensité. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu peux réutiliser dans ton orientation de programmation après. Tu vois, tu as un gars sur un vélo qui a un W' à 10 ou 11, eh ben, tu sais que tu sais qu'il a besoin de faire du sprint, il a besoin de faire grandir ce W', il a besoin de travailler à haute intensité. Tu as un gars qui débarque et qui a 25 de W', est-ce qu'il a besoin de faire beaucoup de travail de sprint à très haute intensité? Il en a certainement déjà bouffé pas mal, ou alors génétiquement, il est prédisposé à ce genre de travail. Mais... Les valeurs basses, excuse-moi, je te coupe. Les valeurs basses, c'est juste de W', en général, on dit que c'est quoi? C'est quand c'est… Alors, tu le verras dans des profils type ultra. Donc, tu fais un test sur un cycliste ultra. C'est clair que son W', il ne va pas être énorme. Mais c'est simplement un facteur de où il passe son temps. Tu vois, lui, il passe son temps en zone 1, zone 2. Et de temps en temps, il va aller faire un peu de puissance, mais de très loin pas autant que quelqu'un qui fait des courses un peu plus courtes ou qui fait de la compétition d'aviron. Tu vois, un gars qui fait de l'aviron, qui a besoin d'énormément de puissance, il va avoir des W' qui sont assez énormes. Même du coup, les valeurs, juste, ça correspond les valeurs, alors, de tête comme ça, des valeurs entre guillemets normales ou moyennes pour un homme, si je ne me trompe pas, et je dis peut-être des bêtises, donc pour ceux qui regardent ça, vous pourrez sans doute me corriger ou vous pourrez me corriger en commentaire à l'avenir. Pour les hommes, entre 14 et 16, 14 et 17, c'est des chiffres assez moyens, normaux, on va dire, dans la norme. Pour les femmes, un peu plus bas, certainement 11 à 13. Et après, si c'est plus haut que ça devient haut. Si c'est plus bas que ça devient bas. Et encore une fois, voilà, tu prends un sprinter sur piste, un cycliste, il va avoir un énorme W', 25, 30 ou plus. Ouais. Tu vois, tu prends un cycliste ultra, il aura un W' peut-être à 11, 12, 13. Simplement parce qu'est-ce que tu en fais de qu'est-ce que tu en fais de ce W'? Tu peux déjà faire un suivi dans le temps par rapport aux modalités que tu mets en place, par rapport au travail que tu mets en place. Par exemple, là, tu peux aller voir, j'ai posté, je crois, hier, une vidéo sur les progrès que Léa a fait en rameur sur la prog que je lui avais donnée. Et elle a refait son 3. Alors, elle n'a pas fait 3 et 12 minutes, elle a fait 1000 et 4000 mètres sur rameur. Mais au final, c'est kiff-kiff. Et elle avait gagné, je crois, 2 ou 3 kilojoules sur son W' en 8 semaines. Tu vois, parce que simplement, elle a fait du travail de sprint sur vélo, elle a fait du travail de VO2 max sur rameur, qu'elle ne faisait pas avant. Et donc, ça te permet déjà d'avoir un suivi sur les progrès de la personne selon ce que tu as mis en place. Donc voilà, je mets en place un bloc de travail de puissance. Est-ce que son W' devient plus grand? Oui, non. Tu vois, je fais un travail de très basse intensité pendant une période prolongée. Est-ce que quand je reteste, son W' est plus bas? Oui, non. Après, si tu as un groupe d'athlètes qui évoluent tous dans le même sport, peut-être que ça peut t'aider à orienter et individualiser les entraînements selon les profils que tu as. Tu en as deux qui ont des gros W', tu en as deux qui ont des petits W', ils vont peut-être pas faire le même volume de travail de très très haute puissance. Ouais, pour toi, c'est un indicateur en gros, du niveau de puissance d'un point de vue énergétique. Ouais, pour simplifier, ouais. Okay. Pour pas utiliser le terme capacité anaérobie. Oui, ok. Est-ce que tu as un moyen simple de le calculer ou pas? Comment tu le calcules? Le W'? Ouais. Ça va de pair avec la puissance critique. Donc, si tu as ton 3 et ton 12 minutes, il y en a un qui va te donner la pente et l'autre qui va… la pente va te donner un et l'intercept Y va te donner l'autre, en fait. Et après, ça dépend quelle méthode tu utilises. Si tu fais sur l'axe des X, 1 sur le temps, donc 1 divisé par les secondes, et ensuite les watts. Ouais, donc là, ouais, voilà, tu le vois ici.
Donc, en gros, et clique sur la case, clique sur le C15, Anto. Ouais. Tac. Tu vois dans la fonction, c'est ordonnée origine. Donc, c'est là où la pente ou là où la ligne va croiser l'axe des Y. Ça te donne ta puissance critique en watts. Et clique sur le W' et tu vas voir que c'est la pente, en fait. C'est la pente de cette ligne qui te donne le W'. Donc, sur ce modèle-là, tu as ces deux-là. Et là, tu as le 1 divisé par le temps sur l'axe des X et puissance en Y, en sachant que tu peux le changer également. Tu peux faire, si je ne me trompe pas, tu peux faire puissance, je crois que c'est puissance sur l'axe des X et kilojoules sur l'axe des Y. Parce qu'en gros, les kilojoules, tu vas les calculer en faisant simplement, ben là, sur mon 3 minutes, tu fais 180 fois 364, et ben ça te donne une valeur en joules. Et donc, tu peux la placer sur l'axe des… Tu peux faire ça axe X, axe Y. Et là, du coup, ben, ton W', ce sera l'intercept avec Y. Et la pente, ce sera la puissance critique. Donc, tu peux le jouer dans les deux sens. Ok. Mais tu vois, c'est intéressant parce que justement, ce W' ce W', je savais pas ce que tu en faisais réellement. Donc, c'est intéressant. Ok. Un autre truc, c'est la quantité de travail fini que tu peux effectuer en dessus de ton seuil de fatigue. Donc, tu peux techniquement, il y a un modèle qui t'intéressera peut-être, qui est le modèle du W prime balance, de l'équilibre du W', qui en fait établit une cinétique de récupération de ce W' pendant les temps de repos, ce qui ferait qu'en fait, tu peux calculer assez précisément ou estimer combien d'intervalles une personne va pouvoir effectuer en zone 5 avec certaines contraintes de temps de travail et temps de repos. Bah ouais, parce que si tu sais que, bah là, disons, pour simplifier, la puissance critique elle est à 260 watts. Donc, si je me mets à 300 watts sur mon intervalle, je suis 40 watts plus haut que mon seuil de fatigue. Et maintenant, si je fais ça pendant 2 minutes, donc 120 secondes, et ben, je vais faire 120 fois 40, ça va me donner 5, ça va être 600, c'est ça, 6000 joules. 120 fois 40, ça te donne. Oula, 120 fois 40, ça te donne 4800. Merci. 4800 joules. Donc, j'ai déjà grillé 4800 joules de mon 19 000 joules de W'. Maintenant, si tu connais ta cinétique de récupération, ou tu peux la calculer, ce qui a été fait dans ce modèle, justement, eh ben, tu peux dire, ben voilà, à 300 watts, si tu fais des intervalles de 2 minutes avec 1 minute de récup, tu vas pouvoir faire X intervalles avant de plus avoir W' de dispo. D'accord. Et donc, encore une fois, d'une personne à l'autre, ben, le gars qui a 12 de W' et le gars qui a 24, ben, il y en a un qui peut faire 2 fois plus de travail en zone 5 que l'autre. Ouais, d'accord. Et donc ça peut grandement influencer ta prescription d'entraînement pour ces deux individus. Ah ouais, ok, c'est cool. Ah ouais, vu comme ça, c'est très intéressant. Ok. Il me semble que… De quoi? C'est Philip Skiba qui a énoncé ce modèle il y a quelques années et qui bosse dessus encore. Tu trouveras, j'ai fait un podcast avec lui et tu trouveras pas mal d'infos. Il a un bouquin qui est super aussi, The Scientific Training of the Endurance Athlete, qui est sorti récemment. Donc ça, c'est un ouvrage que je te conseille si ça t'intéresse. Il parle un peu du modèle, mais tu trouves des papiers qui sont assez accessibles sur le modèle en lui-même. C'est des méthodes de calcul qui sont assez avancées. Mais pour comprendre le principe, il y a certains outils de suivi en ligne, notamment dans le cyclisme. Il y a Golden Cheetah et je ne sais pas si Training Peaks l'intègre maintenant, mais il y a plusieurs softwares qui te permettent d'utiliser ce modèle de W' balance pour planifier tes entraînements, justement. En fait, ce qui est super intéressant, c'est l'individualisation que tu peux en faire. C'est clair. L'individualisation que tu peux en faire. Donc, non, c'est cool. Bah, tu vois, je voulais t'en parler. On a bien fait de se lancer là-dessus. Ouais. Ok. Et pour l'instant, il n'y a aucun Français qui en parle, ça. On est déjà en retard. On est toujours en retard. Non, alors c'est pas vrai. Ce serait malhonnête de dire qu'il n'y a pas de Français qui en parlent. Tu as plusieurs protagonistes dans le triathlon et dans les sports d'endurance maintenant en France qui commencent à en parler, qui utilisent la puissance critique, qui utilisent ce W'.
mais c'est pas. Bah, par exemple, Carol Ispi, je sais que lui, il utilise la puissance critique pour ses triathlètes. Avec Matt Lambert, on en a parlé déjà. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'utilisent aussi. Donc, non, on n'est pas. Alors, il n'y a peut-être pas autant de monde qui en parle qu'autre part dans le monde. Mais après, voilà, ça, c'est toujours impossible de calculer. Mais je pense, quoi qu'il arrive, que ça reste, pour rester sur cette tangente de puissance critique, je pense que ça reste un modèle qui est extrêmement accessible, en fait. Et c'est ce que je présente dans mon séminaire, en fait. C'est vraiment mettre en application ce modèle de puissance critique, comprendre son lien avec l'oxygène et simplement comment l'utiliser pour planifier du travail, individualiser du travail si tu n'as pas d'outils de mesure. Parce que, voilà, on ne va pas se leurrer, ces outils sont super, mais la plupart des gens n'y ont pas accès et ne s'intéressent pas nécessairement assez à la chose pour acheter l'outil, apprendre à l'utiliser, le mettre en application. Donc, si on peut utiliser quelque chose d'assez simple, en fait, et de pratique, parce qu'un 3 et un 12 minutes, voilà, tu peux en faire des séances d'entraînement à part entière. Tu vois, c'est autant un test que c'est un entraînement. Donc, peut-être pas le 3 minutes, mais le 12 en tout cas, si pas pour le niveau physique, pour le niveau mental, surtout si tu l'as déjà fait 2-3 fois, Val, hein, tu sais de quoi je parle. Ah, franchement, c'est dégueulasse. Mais que ce soit le 3 ou le 12 minutes, c'est dégueulasse. Enfin. Je trouve le 3 beaucoup plus facile. Ben, t'en penses quoi? Non, moi, c'est le 3, il était plus dur pour moi. Le 3 plus dur? Ah ouais. Moi, le 3, il me dégoûte. Hein. Je te le dis. Hein. Ah ouais. Il était chaud. Ouais. Donc là, les consignes sur ce genre d'exo, c'est tu donnes tout pendant la durée, quoi. Les mecs, ils ne doivent pas se gérer pendant cette durée. Alors, tu dois quand même, c'est pas un all-out. Il y a un test qui s'appelle le 3-minute all-out test qui est utilisé pour calculer la puissance critique. Si tu pars du principe que, en fait, après à peu près 2 minutes 30, si tu es vraiment pied au plancher et que tu lâches pas, tu vas avoir grillé tout ton W', en fait. Et donc, si tu as une courbe de puissance, tu vas pouvoir calculer ou mesurer en fait les watts ou les kilojoules qui ont été produits en dessus du seuil de fatigue qui va être en gros la moyenne des 30 dernières secondes sur un 3 minutes all-out. Honnêtement, c'est un test que je n'ai même pas encore fait parce que c'est réputé comme étant le pire des tests que tu puisses effectuer sur un vélo. Parce que littéralement, c'est un wingate de 3 minutes. Quoi. Tu vois, tu commences en sprint et tu ne lâches pas jusqu'à ce que tu aies fini les 3 minutes. Donc, c'est absolument abominable. Il faut avoir de la familiarisation avec. Il faut l'avoir fait ou pratiqué en tout cas 1 ou 2 fois si tu veux le faire bien. Il faut certainement 2-3 personnes autour de toi qui te crient dessus pour que tu continues à le faire parce que sinon, tu vas lâcher. Donc, voilà, autant ça semble être le test idéal parce que tu fais un test de 3 minutes et tu as toutes les données qu'il te faut. Tu as ton W', ta puissance critique et tout. Autant, concrètement, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Donc, le 3 et le 12 minutes, pour revenir à ta question initiale, le 12, il faut clairement se gérer. Mais c'est clair qu'il faut essayer d'atteindre une moyenne maximale de watts. Donc, si tu arrives à faire un sprint à 600 watts dans la dernière minute, tu étais trop bas sur les 11 premières. Okay, je sais que la première fois où je l'ai fait, il m'en restait un peu sous le pied. J'ai pu accélérer sur la dernière minute. Je sais que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai regardé la montre, il restait 1 minute et j'ai dit putain, je peux même pas mettre 3 watts de plus. Et donc, j'ai juste essayé de survivre pour le reste du truc. Donc là, je sais que j'étais pile poil sur la limite. Pile poil sur la limite. Le 3 minutes, tu peux partir un peu plus vite. Tu peux faire un peu un fly and die où tu vas commencer un peu plus fort. Et si tu tombes un peu sur les 30 dernières secondes, c'est pas grave parce qu'encore une fois, tu auras complètement exprimé ce W'. Et ton test sera représentatif de ta capacité sur les 3 minutes. Donc voilà, si tes watts baissent un peu à la fin du 3 minutes, c'est pas grave. Faut pas qu'elle monte, ça c'est sûr. Et sur le 12 minutes, si elle monte de manière conséquente, il faut le refaire 1 fois. De toute façon, il faut le refaire en tout cas 2 fois pour te familiariser avec. Et une fois que tu as fait ça, tu peux commencer à avoir confiance en tes données de watts moyens sur ces efforts-là. Après, c'est pas un all-out, mais putain, on s'en rapproche quand même un petit peu. Ouais, c'est dur. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Pour faire le calcul, ça fait le 400. Ouais, pour moi, ça me met à peu près à 145% de ma puissance critique. Ouais. Donc, c'est des valeurs qui sont hautes quand même. Des valeurs qui sont hautes. Non, c'est pas facile, mais voilà, ça fait partie du test. Pour revenir là sur le W', est-ce que il me semble que dans ta formation, tu parles
tu parles de cette récupération du W', si je dis pas de bêtises, t'en parles? Ouais, je Oui. le mentionne sur la fin du chapitre sur la puissance critique. Ouais. Est-ce qu'on a moyen de calculer ou du moins d'observer la capacité de récupération de ce W' chez les gens, chez nos athlètes? Alors, je ne me suis pas assez penché sur la question pour connaître le modèle en fait mathématique derrière, mais la difficulté, d'après ce que je comprends, c'est que ce n'est pas un modèle linéaire de récupération déjà. Ouais. Donc, tu as des courbes ouais, t'as des trucs assez compliqués. Après, ce que tu pourrais faire, et ça, c'est de manière conceptuelle, en tout cas dans ma tête, ça pourrait marcher, c'est justement, tu fais par exemple des intervalles de 3 minutes à, je sais pas, 30 watts ou à un certain wattage en dessus de ta puissance critique pendant X temps. Et tu fais 1 minute de repos et tu les répètes jusqu'à ce que la personne ne puisse plus les répéter. Ouais, d'accord. Après, tu regardes les kilojoules exprimés sur la totalité des intervalles de travail. La différence entre le W' calculé et ces kilojoules exprimés pendant les intervalles. Et ensuite, tu regardes le nombre d'une minute de repos. Et après, tu essaies de faire un calcul de combien de kilojoules ils ont récupéré à chaque fois pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Mais encore une fois, étant donné que la récupération n'est pas linéaire, ça complique un peu les choses, mais tu pourrais certainement faire un modèle assez simple pour essayer de quantifier ça sur une séance d'intervalle, par exemple, à une intensité fixe, et qui te donnerait déjà peut-être des indications sur… Parce qu'au final, tu vas faire des intervalles de 3 ou 4 minutes en durée, donc ça va faire une bonne séance de VO2 max, quoi qu'il arrive, tu vois. Et après, combien d'intervalles la personne peut faire à tant de watts en dessus de sa puissance critique, et après, tu vas assez facilement pouvoir le corréler avec le W' de la personne, ce qui peut-être t'informe à l'avenir sur, tu vois, un tel a un gros W', donc je peux lui donner 6 intervalles, un tel a un plus petit, donc il va sûrement juste en faire 4. Ouais, après, la problématique, c'est que du coup, ça va lui donner sa capacité de récupération sur un certain pourcentage au-dessus de sa puissance critique, tu vois. Peut-être que ce ne sera pas la même, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Je sais Alors pas. non, ce sera certainement pas la même. Ouais. Je vais perdre des clients. Mais va regarder cherche W prime balance et va regarder les papiers qui ont été écrits là-dessus, parce que ça te donnera déjà pas mal d'indications sur comment le modèle fonctionne et potentiellement comment tu peux en extraire son essence et l'appliquer de manière un petit peu plus simple, potentiellement. Ok. Bien sûr, tout est expliqué en anglais, pas en français. Bien sûr, tout est expliqué en anglais. Ouais, ça c'est mon travail de traduction que je dois faire maintenant dans les 2 ans qui viennent, pour essayer de traduire tout ce qui s'est fait dans les sciences du sport en anglais jusqu'à maintenant, mais j'y suis pas encore. J'ai qu'un seul cerveau, il faut que je fasse une chose à la fois. Mais le but, c'est ça, de toute façon, c'est de rendre tout ça accessible et disponible. Donc, il va falloir faire ce travail de vulgarisation et de traduction à un moment donné. Mais ouais, malheureusement, pour le moment, c'est pour l'anglais. Attends, t'avais dit quoi, le site? C'est W Prime Balance, c'est ça? Alors, je ne sais pas s'il y a un site, mais c'est W' Balance et tu cherches Skiba, Skiba. C'est le nom du gars qui a créé ce modèle, qu'ils ont utilisé d'ailleurs pour Breaking 2 et qu'ils utilisent maintenant de plus en plus dans les courses type marathon, semi-marathon, maintenant en stratégie même. Parce que si tu connais la vitesse critique et le déprime en course à pied d'un coureur, tu peux établir une stratégie par rapport à la vitesse critique et au déprime des autres athlètes qui courent avec toi. Parce que tu sais que toi, tu vas pouvoir tenir une vitesse plus haute, constante, sans te ruiner, parce que tu as une vitesse plus haute, vitesse critique plus haute. Alors que l'autre derrière, s'il veut te suivre, il va devoir griller du déprime, et que potentiellement, tu peux. Donc il y a ces choses-là qui commencent à se mettre en place au niveau stratégique aussi. Plus facile à mettre en place sur de la course à pied, qui ont des vitesses de compétition beaucoup plus constantes que sur du vélo, où c'est extrêmement stochastique et ça monte et ça descend et ça relance et ça repart. Et là, c'est beaucoup plus compliqué d'appliquer ça de manière concrète à seconde par seconde, quoi, si tu veux. Ok. Les gars, est-ce qu'il vous reste des questions? Val, je crois qu'on arrive gentiment à ta limite de temps.
Du coup, j'ai repoussé cette limite de temps. Donc, moi, après, je m'en fiche. Je peux tirer là. Ok. Ça, c'est assez bien goupillé du coup. D'accord. Bah, si vous avez d'autres questions, on les aborde maintenant. Sinon, eh ben, on garde le reste du temps pour revoir les données de Ben et Letty une fois qu'ils les auront. Ah oui, Sean, j'ai une question. Parce que là, je suis un athlète, un coureur, là. Ouais. Et du coup, pour la zone 2, en fait, c'est un peu compliqué, je trouve, en course à pied. Parce que quand je dis courir à une certaine intensité, j'avais le calcul un peu pour lui, tout ça. Et du coup, avec sa fréquence cardiaque, et le coup, bah, comme il court dehors, sa fréquence cardiaque, elle n'a jamais respecté, en fait. Et est-ce que c'est si grave que ça? Surtout que parfois, il se sent un peu plus rincé que d'autres fois. Du coup, je dis bah, de courir sur un runner, mais il ne peut pas le faire tout le temps. À quelle vitesse il court en zone 2, ton athlète? Il court vers 10 km à l'heure. Et il a quel niveau? Il a un niveau, ouais, il n'a pas un niveau non plus, on va dire, c'est un niveau régional en course. Il fait des distances de 5 et 10 km. Ouais. Son 5 km, il a 19-30 par là et son 10, il est à 40. 40. Ouais, bah, s'il n'arrive pas à respecter sa fréquence cardiaque, il faut qu'il ralentisse. Ouais. La plupart, va écouter le podcast que j'ai fait. Parce que moi, je trouve ça plus compliqué sur la course. Hein, Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Il faut juste aller moins vite. C'est aussi simple que ça. Et ouais. c'est chiant à mourir parce que la plupart des gens ne veulent pas le faire. Ouais, parce que sur la course, ouais, en plus, tu as l'impression, c'est qu'on court très lentement, c'est limite de la marche. Tu as l'impression d'aller à reculons, ça c'est sûr, c'est certain. Et la plupart des gens doivent commencer avec ça. S'ils veulent faire le travail correctement, il n'y a pas le choix. Va écouter le podcast que j'ai fait avec Jameson Plus, qui a gagné l'Ironman de Saint-Georges, donc le World Championship Ironman en U24 il y a un mois et demi. Ouais. Quand il a changé de coach, il a fait des tests et son coach lui a dit voilà, maintenant, tu ne vas plus courir ta zone 2 à 4,30 par kilomètre, tu vas la courir à 7 minutes par kilomètre. Et pour un gars de son calibre, ça a vraiment fait très, très mal. Mais voilà, il l'a fait et maintenant, 3 ans plus tard, il court à 4,30 en zone 2. Et maintenant, il est en zone 2. Mais avant, il n'était pas en zone 2. Il était en zone 3, voire en zone 4. Mais il grillait des cartouches et il ne générait pas les adaptations qui étaient recherchées. Donc, est-ce que c'est grave? Ben oui, parce que si tu lui dis fais 3 zones 2 dans la semaine à cette vitesse-là et qu'il les fait trop hautes, eh ben, il ne fait pas 3 séances de zone 2, il fait 3 séances de zone 3, voire 3 séances de zone 4. Et puis maintenant, eh ben, il n'a plus d'entraînement de base et maintenant il a beaucoup de fatigue et d'intensité. Et du coup, ben, il ne va pas pouvoir s'adapter pareil, il ne va pas pouvoir tolérer la même charge d'entraînement, il ne va pas s'adapter aussi bien aux entraînements de haute intensité parce qu'au final, maintenant, il est tout le temps dans le rouge, dans le orange ou dans le rouge, alors que tu le voulais dans le vert pour la plupart de son volume d'entraînement. Donc oui, est-ce que c'est pas aussi difficile au niveau pratique que ça l'est au niveau conceptuel enfin, conceptuel et l'ego des athlètes en fait, l'ego des athlètes avec lesquels tu travailles et les éduquer assez pour qu'ils comprennent l'intérêt de ce travail de basse intensité. C'est la chose la plus dure, c'est l'éducation de nos athlètes par rapport à ce besoin de travail de basse intensité et de respecter cette basse intensité pour ce qu'elle est. Tu vois, si tu as des. Et Ben, je te parle de CrossFit parce que je sais que tu es dans ce monde-là. La plupart des CrossFitters n'ont aucun problème à aller se mettre misérable. Si tu leur disais pendant les 3 prochains mois, eh ben, tu vas pouvoir t'entraîner 2 fois par jour et puis te mettre une pépite 2 fois par jour, eh ben, ils vont tous être très, très contents. Et ça, c'est pas difficile. Par contre, aller courir très très lentement, ah bah ça c'est trop chiant ou c'est trop difficile. La meilleure que j'ai entendue aussi, c'est ah mais la selle, ça me fait mal aux fesses quand je fais 1 heure de zone 2. Ouais, et puis t'as fait 3 fois, t'as fait le triple friend là, le vendredi dernier et ça fait pas mal. Je veux dire, à un moment donné, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on décide de faire, tu vois. Donc, c'est clair qu'il faut éduquer nos athlètes et il faut qu'on ait leur buy-in, si tu veux, pour pouvoir mettre ces choses en place. S'ils ne comprennent pas l'intérêt de la zone 2, ils ne vont pas la respecter et ils vont payer les pots cassés. Alors, est-ce que tu les laisses faire
Et puis quand tu les retestes et qu'ils n'ont pas progressé, ils te disent putain, je ne progresse pas, qu'est-ce qui se passe? C'est mon programme, qu'est-ce qui se passe? Tu leur dis, tu l'as fait à combien ta zone 2 déjà? Ouais, mais c'est trop dur, tu vois. Moi, j'aime bien courir vite et puis courir lentement, c'est pas assez vite pour moi. Donc, tu n'as pas suivi le programme. Ouais, bon, d'accord. Alors, peut-être qu'avec ça, tu arrives à les attraper et leur dire bon, bah, maintenant, tu vas faire ce que je dis. Sinon, il y a d'autres coachs qui vont te coacher. Je veux dire, Et, à un moment et donné, les. Ouais, vas-y, Antoine. En fait, c'est ça qui est difficile à comprendre d'accepter un travail de basse intensité et c'est ce qui permet de faire progresser en fait. Ouais, c'est ça. Et C'est exactement ça. c'est ça le problème en fait. Ouais. Le truc le plus Surtout chez simple. CrossFitter, ça, je dirais, c'est encore. Les gens n'ont pas. Il y en a qui commencent à le comprendre maintenant, mais il y en a encore beaucoup qui sont dans des zones trop hautes. Hein. Je dirais même parfois c'est trop. Quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde. Anto. ouais, je disais, je sais que toi, tu entraînes le rugby. Moi, je fais pas mal de foot aussi. Et puis, tu sais, quand on reprend souvent les reprises et tout, c'est vrai que ça serait à se demander est-ce qu'on peut vraiment faire la zone 2. Tu vois, par exemple, on va avoir 3, voire 4 entraînements par semaine. Mais finalement, si tu fais de la zone 2, est-ce qu'on a un mois de préparation là, avant les premiers matchs de championnat? Enfin, on ne fait jamais de zone 2 en fait. Tu vois, on n'est jamais. Et d'ailleurs, les entraîneurs, je pense qu'ils connaissent pas forcément ce principe-là. Mais du coup, maintenant, quand nous, on commence à connaître, est-ce que ça serait intéressant? Est-ce que toi, en rugby, tu arrives à dire, OK, les gars, bah, là, sur cette semaine-là, on va faire tant de travail en zone 2. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a des échéances, tu as les matchs, tu as les machins. Finalement, est-ce qu'on a le temps de la faire sur une saison, sur le mois et demi de préparation? Si tu prends en compte que déjà pour sentir des adaptations à ce genre de travail, il va te falloir 8 à 12 semaines. Ouais, voilà. Donc, est-ce que tu as le temps, est-ce que tu as le temps en un mois de changer le monde avec la zone 2? Non. Par contre, est-ce que tu peux faire en sorte qu'arrivé à la fin de la saison régulière, ton équipe soit la plus endurante et puisse tolérer la charge d'entraînement et les matchs plus que les autres? Parce que dès le début, tu leur as dit, alors nous, on n'a pas le temps d'entraînement. Par contre, vous allez vous filer de votre côté à faire 2 footings par semaine. Ou alors, si ça vous fait chier, vous posez votre cul sur un vélo à 120 BPM et vous tournez. Ouais. Ça, on peut faire. Ouais. Après, dans le contexte rugby, moi, je n'utilisais pas de la course nécessairement en continu. J'utilisais pas mal les courses type tempo, pas dans le sens tempo zone 3, dans le sens tempo Charlie Francis, avec des intervalles de course à 70% de vitesse max. Donc, ça galope, mais ce n'est pas non plus du sprint. Avec des temps de travail, temps de repos de 15-20 secondes de course et 40 à 50 secondes de repos actif en marchant, voire même faire 2-3 pompes, 2-3 abdos et répéter en fait des volumes assez conséquents de tête comme ça. On montait jusqu'à 3 kg 2, 3 kg 5 je crois par séance de course sur ce type de format. Ouais. Mais du coup, tu n'es pas dans la zone, tu es toujours un peu au-dessus de cette zone 2. Tu es un peu au-dessus de cette zone 2, mais en même temps, tu fais de l'intermittent, tu vois. Donc, si tu as 20 secondes de travail et 40 secondes de repos, et ça, c'est un truc que j'ai en tête depuis un petit moment maintenant, que j'ai simplement pas eu le temps de tester, c'est de dire, si tu regardes le profil d'oxymétrie d'un joueur qui fait des tempos à la bonne intensité et à la bonne vitesse avec assez de récup, le profil général, il ressemble à quoi? Est-ce que tu as une montée progressive en fait au cours de la séance qui ferait qu'au final, tu es dans la bonne zone? C'est simplement que tu dois faire du fractionné du fait des contraintes du sport et donc la course en continu tout le temps, c'est pas ça qui va. Et en plus de ça, on peut se dire que le tempo, ça va être l'entre-deux entre de la zone 2 pure et ensuite les contraintes spécifiques du sport. Tu vois, donc la zone 2, je la ferai même pas dans le temps d'entraînement parce que tout le monde va te crier dessus et te dire que vous avez mieux à faire. Tu vois? Donc, mais après, voilà, si tu as 10 mecs qui sont volontaires et tu dis, voilà, vous filez un programme, vous le faites de votre côté en plus, et que dans 3-4 mois, eh ben, ces mecs, ils reviennent et ils sont sur le haut du tableau et que tout le monde dit, putain, comment tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Machin. Là, ça fait 3 mois que je fais de la zone 2. Tu vois? Là, peut-être que tu peux commencer à gagner un petit peu l'intérêt des coachs et des autres joueurs. Moi, j'opérerais comme ça. Ok, ouais. Ah ouais, non, c'est intéressant. Val, il y avait autre chose? Non, écoute, moi c'est ok, là j'étais en train de vous écouter, c'était cool. Non, écoute, j'avais noté toutes mes questions, je te les ai posées. Après, globalement, quand j'ai des questions, tu es assez disponible. Donc voilà, non, c'est cool.
Génial. Ben, il y avait autre chose? Non, c'est bon, mais juste, je suis un peu vénère, quoi. Hein? Par rapport au PC, je vais pas pu récupérer les données la prochaine fois. Ce que je vais faire. Écoute, Est-ce que je pourrais te les envoyer après? Oui, dès que tu les récupères, dès que tu as quelque chose, tu me fais signe et puis on regarde ce qu'on fait. Ouais, d'accord, ok, Pas de cool. problème. Ouais, parce que j'aimerais bien qu'on voit un peu ensemble si ça te dérange pas. Bah non, écoute, ça fait partie du deal, donc on va le faire. Après, les contraintes technologiques, on les a tous, donc il faut faire avec. Donc non, tu me contactes dès que tu as récupéré tes données et puis on fera quelque chose. Il n'y a pas de problème. Ok, cool. Ok, merci. Ok. Bah écoutez, merci les gars. C'était cool de pouvoir Merci à toi. avec Ok, vous, merci beaucoup, c'était cool. de la journée de formation et puis ce petit appel. Et puis oui, ben, comme tu as dit Val, hein, je reste dispo, donc si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez surtout pas à me solliciter. Ouais, ça marche. Génial. Et puis au plaisir de vous voir un de ces quatre alors. Yes. Ouais, c'est clair. Ouais. Yes. Bah, nous, on espère repasser à la région parce qu'on aime beaucoup cette région-là. Si on Où ça? La région où vous êtes, là, c'est vachement sympa. Hein, qu'on Ah, était c'est passé, pas mal. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. C'est pas mal. Bah, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Ok. Et je continue toujours, c'est le programme là, sur le rameur. Et là, j'ai bientôt fini. Du coup, j'ai hâte de voir la fin. Là. Envoie-moi un petit update par WhatsApp tout à l'heure sur comment se passe le programme jusqu'à maintenant. Ok. Ouais, en tout cas, je sens bien les progrès. Je trouve ça cool. Je sens vraiment une différence et c'est vraiment intéressant, quoi. Ouais, hâte d'entendre les retours une fois que tu auras fait les retests. Mais ouais, fais-moi signe, dis-moi où t'en es. Et puis comme ça, on planifie déjà les retests que je te ferai faire. Et comme ça, on peut voir les progrès. Ouais, ça marche. Ok. Merci les gars. Belle journée à vous. Ouais, Allez, ciao. merci à toi. Bonne journée. Salut. Ciao tout le monde. Salut les filles. Ciao.